ta musique. Oh, bah quoi. On avait la peur au ventre. Juin 44, c'est pas ça en Non. fait. Ça s'est passé en quelle année et à quelle occasion et qui fait quoi? Alors, novembre 42, c'est vrai que ce n'est pas un débarquement, c'est pas notre débarquement de Normandie, c'est un débarquement qui a lieu en Afrique du Nord. Ce sont les Alliés qui ont décidé d'ouvrir un nouveau front. En fait, si vous voulez, c'est Staline qui, depuis des mois, demande à ce que on le laisse respirer. Lui, il est attaqué par les nazis depuis l'opération Barbarossa qui a commencé en 41. On est en 42, et en 42, vous savez, c'est Stalingrad. Vous savez, c'est Sébastopol. C'est l'avancée des Allemands vers le Caucase. C'est quoi l'idée d'ouvrir un front pour libérer un peu pour lui la donner pression absolument. Pour ça marche pour que les nazis puissent au moins se retourner. Et il demande à ce qu'il y ait un nouveau front en Europe. Churchill et Roosevelt en parlent et puis ils trouvent que c'est pas la bonne solution. Donc ils proposent de débarquer en Afrique du Nord. Vous allez me dire en quoi? Si, parce que les Allemands vont être appelés évidemment à descendre vers l'Afrique du Nord, ou en tout cas d'abord. Ça les intéresse à ce point, les nazis, d'aller. C'est surtout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils avancent de moins en moins. Il y a Rommel qui est en train de remporter en 42 quelques victoires, notamment il va finir par se bloquer contre Bir Hakeim grâce aux Français du général Koenig qui sont là, les forces françaises libres. Alors voilà, tous les fronts sont occupés par les Allemands, et curieusement, en 1942, à partir du mois d'octobre-novembre, tout bascule. Vous avez, en Afrique, vous avez Rommel qui vient se fracasser contre Montgomery, qui lui fait un barrage. Vous avez Stalingrad qui ne lâche pas. Les soviétiques restent à pied, ils ne lâchent pas 1 centimètre carré dans Stalingrad. Et puis il y a ce débarquement qui est décidé au mois de juillet. Alors où est-ce qu'on va débarquer? On va débarquer où en Afrique? Dans le protectorat français au Maroc, et dans les départements français d'Algérie. Donc c'est Casablanca, Oran et Alger. Voilà les 3 points de chute. On regarde des images qui vont nous permettre de revivre quelques pages de ce débarquement qui a lieu en pleine nuit. Alors là, évidemment, on n'a pas d'image nocturne, on a juste des préparatifs et puis le débarquement. Alors, les ordres sont donnés. Le général en chef qui est nommé, c'est Eisenhower. Déjà, on est en 42, c'est déjà lui qui va diriger ce débarquement. Là, on voit Churchill et Roosevelt en train de discuter pour se mettre d'accord sur les lieux qui vont être l'objet de ce débarquement. Les troupes américaines, quelques troupes anglaises et pas de troupes françaises, parce que vous le savez, à l'époque, eh bien, Roosevelt ne reconnaît pas encore le général de Gaulle, les forces françaises de Londres. Et puis, il y a, sur ces territoires français d'Afrique du Nord, il y a 120 000 hommes qui sont là postés. Alors là, voilà, je voulais vous montrer juste Montgomery qui est en train, justement, de stopper l'avance de Rommel en cette année 42. C'est vraiment une année où tout va basculer. Et où, les Alliés vont stopper l'avance des nazis et de la Wehrmacht. Alors, c'est important, vous voyez Churchill qui va sur le terrain, qui vient voir en Libye, en Égypte, et puis la Tunisie très bientôt, puisque justement, en réponse à ce débarquement, les forces de Rommel et les forces de la Wehrmacht vont investir la Tunisie, et là ça va être un autre combat. Mais là on voit le débarquement, alors il va falloir l'aide des résistants, il y a des résistants au Maroc, à Casablanca, en Algérie, à Alger et à Oran. Et eux, les résistants, vont beaucoup agir. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer les communications, par exemple, au petit matin de ce débarquement. Ils ont été prévenus par les Alliés, évidemment. Eisenhower est au quartier général de Gibraltar. Mais il y a une résistance allemande quand ils débarquent ou pas? Ou non, pratiquement pas? non. Les Allemands n'occupent pas ces territoires français. Les territoires français, Hitler les avait laissés au gouvernement de Vichy. Donc les 120 000 hommes qui étaient français sur ces territoires, ce sont eux qui vont en partie résister. En partie, je dis bien, parce qu'en Algérie, ça va très vite. Le port d'Alger est immédiatement saisi parce que ça va tellement vite. On voit le général Eisenhower là. Et le port d'Alger est tout de suite sécurisé, qui va pouvoir permettre de faire venir des bateaux des Alliés pour débarquer encore d'autres hommes, et puis aussi de quoi subvenir aux besoins de ceux qui sont déjà... Alors donc novembre 1942, début du mois de novembre, un tournant de la guerre, oui, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va s'intéresser au sport maintenant avec Émilie Brossoulou. Il s'est passé beaucoup de choses sur les terrains ce week-end, et on commence, Émilie, bonjour, par le football. Et oui, il y avait un choc hier, le choc de la 14e journée entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Bon, on le savait, la rencontre allait être électrique. Regardez ce qui s'est passé au Parc OL, justement. On s'attendait donc à une ambiance électrique et on a été servi. Faute des Lyonnais, la sanction est immédiate. Elle est infligée par Edinson Cavani sur penalty. Réaction des Lyonnais avec le but d'un Français, un certain Mathieu Valbuena. Ici. Tiens, pas mal, hein?
Et si l'OL pense repartir avec... Bah, visiblement, il va beaucoup mieux. Et si l'OL pense repartir avec le nul un partout, il se trompe complètement. Car Edinson Cavani, encore lui, donne le coup fatal. 13 buts inscrits depuis le début de la saison. Personne ne fait mieux que lui en Ligue 1. Victoire 2-1. Voilà. Et donc, le Paris Saint-Germain revient à un point seulement du leader niçois, ici en rouge et noir. Et oui, car figurez-vous que Nice a laissé filer 2 points hier à cause de son match nul contre Bastia. Alors tout commence bien pour Nice avec l'ouverture du score. Seulement voilà, les Corses n'ont pas dit leur dernier mot. Enfin surtout cet homme, Enzo Crivelli, à l'origine de l'égalisation. On se dit que Nice va quand même finir par l'emporter comme ici. Bah non, en fait non. Ça passe pas. Ou là encore, regardez, il est tout seul. Allez. Non. Il retrouve aussi la barre, bah, c'est impardonnable, hein, mais non, on en restera là. Un partout entre les deux équipes, donc. Et puis bon, bah, le Paris Saint-Germain retrouvera peut-être le haut du classement puisqu'ils sont à 1 point de Nice. Allez, les petits bolides maintenant. Oui, on a un nouveau champion du monde de Formule 1, c'est Nico Rosberg, le coéquipier de Lewis Hamilton. Regardez son sacre à Abu Dhabi, c'était hier, donc un moment plein d'émotions évidemment, puisque c'était le premier titre de champion du monde pour le pilote allemand de Mercedes. Après 11 années de Formule 1 et à 31 ans, il tient enfin sa récompense ultime. Alors jusqu'au bout, son coéquipier Lewis Hamilton lui a mené la vie dure. Bah oui, c'est bien le Britannique qui s'est imposé hier sur le circuit d'Abu Dhabi, 53e victoire en Formule 1. Mais cette victoire ne suffisait pas si Nico Rosberg terminait 2e. Et c'est le cas, là on voit sa joie à la fin de la course. C'est une joie de pilote. Donc, c'est comme ça. 9 victoires, les footballeurs s'embrassent 15 podiums. Et les pilotes tournent autour d'un axe. Ouais. Et donc il devient le 3e représentant de son pays à devenir champion. Et ensuite champion. ils embrassent leur maman, mais avec le casque. Ah, vous l'avez reconnu. Voilà. Bravo à lui en tout cas. On prend la direction de la côte ouest de la Croatie à Zadar. La finale de la Coupe Davis a tenu toutes ses promesses. Il a fallu un 5e match décisif pour connaître notre champion. Alors d'un côté cet homme, l'Argentin Federico Del Bonis, de l'autre le Croate Ivo Karlovic. Et la rencontre a vite tourné au calvaire pour le Croate. Aucun set gagné, plus de 2 heures de jeu. Federico Del Bonis, 46e mondial, réussit à écœurer Ivo Karlovic, 20e. Oula. Et là, c'est le premier titre pour l'Argentine, donc 5 ans après une 4e finale malheureuse. Pas mal ça. On prend des nouvelles de Thomas Coville. Cette fois, on va sur l'eau. Bon, il a l'air d'avoir très froid, mais ne vous inquiétez pas pour lui, tout va bien. C'est Francis Joyon qui ne doit pas dormir sur ses 2 oreilles, car son record en tour du monde en solitaire sans escale est menacé par ce skipper, donc Thomas Coville, qui est parti de Brest le 6 novembre, et il a amélioré le record d'un jour, 12 heures et 19 minutes. Et je vous rappelle qu'il devrait être de retour à Brest avant le 3 janvier pour battre ce record, et a priori, c'est plutôt bien parti. Voilà. Bon, et on termine avec du golf. C'était la Coupe du Monde ce week-end et sachez que les Français ont terminé 2e de la compétition ce week-end. Ça se passait donc en Australie, à Melbourne. Regardez donc les Français qui ont très bien joué. Ça s'était pas très bien passé au début de la compétition. Regardez, superbe coup. Ah oui. Ah oui. Voilà, c'est le duo Victor Dubuisson et Romain Langasque qui ont terminé 2e juste derrière le Danemark. Voilà, ici les Danois donc. Ils réalisent quand même la meilleure performance française de l'histoire dans cette compétition, ce qui est quand même pas mal. Et les Danois sont sacrés champions du monde. C'est une première pour le Danemark. On félicite quand même l'équipe française. Merci beaucoup, Émilie. On termine cette demi-heure avec le concours Talent des Cités. Si vous êtes des fidèles de France 2, vous connaissez cela. Ça récompense chaque année de jeunes entrepreneurs et créateurs d'entreprises installés dans les quartiers populaires. Et parmi les lauréats nationaux, il y a un certain Florian Gravier. Alors, il a reçu le grand prix de ce concours et ça tombe bien puisque c'est cet entrepreneur que France Télévisions a choisi de parrainer. Il a mis au point des rollers un peu spéciaux. Ils sont amovibles, c'est-à-dire qu'il est possible de dissocier les roues de la chaussure. Comment ça fonctionne? Eh bien, regardez. C'est ici, à la Courneuve, qu'est née l'entreprise qui a reçu le grand prix du jury du concours Talent des Cités 2016. Son nom, Flâneurs, son créateur, Florian Gravier. Je fais du patin à roulettes depuis que je suis tout petit. Je ne me suis pas arrêté. Je les ai utilisés tour à tour comme moyen de déplacement, moyen d'expression. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon activité. Les rollers traditionnels me plaisaient, mais ils avaient une limite. C'est qu'il fallait toujours avoir une 2e paire de chaussures sur soi pour pouvoir prendre le métro, aller dans les magasins, au cinéma.
j'avais donc l'idée de faire des patins à roulettes détachables. C'est là que j'ai rencontré Arnaud Darugiard, qui à l'époque était encore ingénieur élève en dernière année à l'École nationale supérieure des arts et métiers. On a développé les premiers prototypes ensemble et on a décidé de s'associer. Et aujourd'hui, avec nos 2 autres associés, on a créé la société Flanners et on commercialise nos patins à roulettes détachables. Depuis sa création en 2002, le concours Talent des Cités a récompensé 500 entrepreneurs et a permis la création de 2500 emplois. J'ai grandi à quelques kilomètres d'ici, à Villiers-le-Bel, dans le 95. J'ai constaté que nombreux de mes amis qui avaient réussi en banlieue étaient partis et je me suis dit que créer de la richesse, créer de l'activité à la Courneuve, c'était quelque chose qui pouvait être positif. Recevoir le Grand Prix Talent des Cités, ça fait plaisir. J'espère que ma maman et mon papa seront fiers de moi. C'est aussi pour moi, comme pour tous mes collaborateurs et mes associés, une marque de crédibilité. Parce que le jury était composé de gens qui ont un pied dans l'entrepreneuriat, qui ont de l'expertise. On gagne un petit peu d'argent et ça va mettre un petit peu de beurre dans les épinards parce que le début de l'activité économique se passe bien. On a réalisé de gros investissements, on a créé des emplois et donc parfois c'est un petit peu difficile au niveau de la trésorerie. Grâce au concours Talent des Cités, l'entreprise a pu bénéficier d'un soutien financier de 5 000 € et sera accompagnée dans son développement. Alors nous, on distribue nos patins à roulettes sur notre site internet et si les gens veulent les commander pour les avoir pour Noël, ils ont jusqu'au 4 décembre et ils seront livrés pour les avoir sous le sapin. Avec des roues qui ne sont pas en ligne, vous l'avez compris. Tiens, c'est le rendez-vous au quotidien maintenant dans Télématin et direction l'Allemagne, où là-bas se pose une question essentielle suite à une épidémie de grippe aviaire. Alors, c'est pas le seul problème du moment dans ce pays, vous vous en doutez, mais tous les Allemands en parlent. Et quelle est la question? La question c'est, y aura-t-il de la dinde sur les tables à Noël? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs élevages qui ont été décimés. Ça, c'est la question. Voici la réponse avec Amaury Guibert. Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Et la question c'est de savoir si ces craintes sont vraiment justifiées. Peut-être que oui, car en matière de grippe aviaire, le problème c'est qu'on ne sait jamais comment l'épidémie va se propager. Le virus est très virulent, il est cette année de souche H5N8. Il nous vient de Russie et de Mongolie, il est arrivé avec des oiseaux migrateurs ici en Allemagne. D'abord au nord, dans la région du Mecklembourg-Poméranie occidentale, et puis en Basse-Saxe à l'ouest et aussi tout au sud, sur les rives du lac de Constance. Et c'est bien ça qui inquiète les spécialistes, que le virus soit présent dans des régions aussi éloignées montre qu'il se propage très vite. Et cela suscite aussi beaucoup d'inquiétude chez les éleveurs de volailles allemands. À l'approche des fêtes de fin d'année, c'est le pic de leur activité. Ils sont inquiets car en matière de grippe aviaire, c'est le principe de précaution le plus strict qui s'applique, comme on va le voir dans ce sujet préparé avec Brice Boussoir. Une zone interdite, des hommes en combinaison blanche. C'est à chaque fois la même chose quand un élevage est touché par la grippe aviaire. Tous les animaux vont être abattus, aucun risque n'est pris, tant le virus peut se propager rapidement. Dans le nord de l'Allemagne, les services vétérinaires sont sur le qui-vive. Là, c'est un paon qui a été retrouvé mort dans un parc animalier. Cause du décès inconnue, mais il y a de forts soupçons. On ne doit pas écarter la possibilité que chaque oiseau retrouvé mort peut être porteur du virus de la grippe aviaire. Il faut donc le traiter avec la précaution nécessaire. Et en attendant, les 40 oiseaux du parc vont être éliminés. Un crève-cœur pour les employés. Je ne me sens pas très bien. D'imaginer que tous les animaux vont être tués. Dans la région, plusieurs canards sauvages sont morts de la grippe aviaire. Alors tous les éleveurs de volailles doivent désormais confiner leurs animaux et des tests sont réalisés régulièrement. En règle générale, les poules d'élevage sont en contact avec le milieu naturel. Elles peuvent sortir, aller au bord de l'eau. Elles sont souvent nourries dehors, là où se trouvent les sources d'infection. Cet éleveur tient tout de même à préserver un peu de confort pour ses poules. Je suis en train de construire un toit pour qu'elles puissent continuer à aller à l'air libre. Mais ailleurs, certains ont décidé de prendre les devants. Bien avant les fêtes de fin d'année, cette éleveuse a commencé l'abattage de ses 80 volailles. Tout le monde dit que la grippe aviaire va arriver. Ce qui voudrait dire abattre tous les animaux et tout mettre à la poubelle. On essaie de sauver ce qu'on peut encore sauver.
Car les spécialistes préviennent, la météo de décembre et les migrations d'oiseaux sont des facteurs aggravants pour la propagation du virus. Aucune amélioration de la situation n'est en vue. Amaury, est-ce que cette épidémie, puisque c'est bien de cela dont on parle, pourrait toucher les pays voisins de l'Allemagne, notamment la France par exemple? Il y a des pays voisins de l'Allemagne qui sont déjà touchés, William. Je pense à la Pologne, à l'Autriche, à la Suisse ou à la Hongrie. En tout, une dizaine de pays européens ont relevé la présence sur leur sol du virus de la grippe aviaire. La France, elle, n'est pas encore touchée, mais la France est vraiment en état d'alerte maximale. Le ministère de l'Agriculture surveille notamment toutes les zones humides, les lacs, les rivières, là où se concentre la faune sauvage. Et ces zones qui sont surtout des points d'arrêt sur la route des oiseaux migrateurs. Ça, ce sont des zones qui sont vraiment surveillées de très près, et les éleveurs français, eux, eh bien, ils surveillent ça aussi de très près, parce qu'ils ont tous en tête ce qui s'est passé l'année dernière. Il y avait un élevage de Dordogne qui avait été touché par la grippe aviaire, et le résultat, c'est que tous les canards du sud-ouest avaient dû être éliminés. Je me souviens de ça aussi. Merci Amaury, à plus tard. Pas le résultat définitif, mais enfin ils ont eu de quoi alimenter la première page en tout cas. Ils avaient l'identité du vainqueur. Pas besoin ce matin d'être Madame Irma pour deviner qui fait la une. François Fillon, évidemment. Regardez la presse quotidienne régionale. Oui. Là, c'est un mur. Hein. Vague, raz-de-marée, triomphe, plébiscite, le champion, la razzia. Fillon placé sur orbite. L'éclair des Pyrénées, si vous le trouvez, vous verrez qu'il note qu'il s'impose sur la terre d'élection de François Bayrou, et puis le journal du Centre estime qu'il est aux portes, François Fillon, du Palais. Et alors, la presse quotidienne nationale, même chose, lame de fond, objectif Élysée, à droite toutes. Cependant, François Fillon partage la vedette avec l'autre star du week-end, une star posthume, une star barbue, une star sanguinaire, Fidel Castro, qui fait la une de Libération et de l'Humanité. Nous allons en reparler. Alors, moi, dans ce contexte, eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire une revue de presse spéciale photo, parce qu'un bon cliché de photographe vaut mieux que 1000 mauvais clichés de journalistes. Alors, commençons par cette photo prise hier soir à la Maison de la Chimie. Une photo pleine d'élan avec des bouches ouvertes qui crient leur satisfaction. Alors ça, c'est le premier cercle des supporters de François Fillon. Ils doivent s'attendre à ce que François Fillon change un peu, se recentre, parce que Libé prévient ce matin, François Fillon va devoir abandonner une partie de sa radicalité revendiquée s'il souhaite rassembler au-delà de les Républicains. Autre photo, celle de François Fillon qui, regardez, voit loin. Photo signée Yann Rabagné. Il peut voir d'autant plus loin qu'il y a peu. C'est lui qu'on cherchait ainsi du regard, sans rien voir à l'horizon. Alors Libération revient sur le parcours de François Fillon ce matin. Le journal rappelle que la défaite de Fillon en 2012 face à Copé lors de l'élection de la présidence de l'UMP avait semblé signer la fin d'une campagne menée en solitaire. Et aujourd'hui, François Fillon est l'homme le plus entouré et le plus courtisé de la droite. Ce qui prouve qu'en politique, on ne meurt jamais. Alors la résurrection, d'autres l'ont connu déjà, Juppé en son temps. Alors je ne sais pas si en politique on ne meurt jamais, mais parfois on décide de s'en aller. Et quel meilleur cliché que celui-ci, qui ressemble plus à un adieu quand même qu'à un au revoir, pour symboliser cette affaire. Alain Juppé claque de fin, et non pas clap de fin, claque de fin, titre ce matin Libération, qui rapporte le dépit hier soir d'un supporter du maire de Bordeaux. C'est le dernier jour de la dernière campagne de ses 40 ans de vie politique, dit-il. Merde, je le cite, c'est le meilleur d'entre nous et il va passer à côté. Voilà ce que disaient les supporters hier. Juppé, choisi pour la primaire de la droite et du centre, Fillon, choisi pour la primaire de la droite et du centre. Ce sont d'autres photos de lui qui émergent, et celle-ci, notamment ce matin, celle est signée Stéphane Lavoux. Elle prouve qu'avec un éclairage étudié, un accoutrement travaillé, un regard choisi, on peut dire beaucoup de choses. Et ce qui nous est dit ici n'est rien d'autre que « j'ai une stature de président de la République ». Cette photo accompagne les multiples portraits de François Fillon ce matin, dont il est dit dans les Échos notamment qu'il a toujours préféré les guerres d'usure aux conflits ouverts, qu'il s'agisse de rouerie ou d'habileté. Alors, travailler sa stature présidentielle, c'est tout un art, et mine de rien, il semble que Manuel Valls, regardez, en ait intégré certains fondamentaux. Le voilà sous l'objectif de Joël Saget. Cette photo est dans le Figaro et elle illustre l'article de l'homme dont on dit ce matin qu'il met le président Hollande en demeure. C'est-à-dire qu'il fait tapis, comme on dit au poker. Faire tapis, c'est miser tous les jetons qu'on a d'un coup, en disant, il le fait en disant qu'il est prêt à se présenter à la primaire, y compris contre
François Hollande. Mais le doigt comme ça veut dire j'hésite. Oui, ça ne veut pas dire chute, ça veut dire... J'hésite. Ouais, je me demande, je vais y aller. Mais je sais très bien en fait ce que je vais faire. J'ai bien envie. On pourrait mettre plusieurs bulles et puis vous cochez celle qui vous plaît. Alors, François Hollande et Manuel Valls se voient tout à l'heure et Valls va très vite savoir ce matin s'il est plus près de la porte que de l'augmentation. On verra. Alors, on parle de Cazeneuve pour le remplacer à Matignon. Si d'aventure, il devait quitter Matignon. Et puis alors, d'autres photos, celle de Castro, celle choisie par Libération. Regardez, un clair-obscur avec un filet de lumière et beaucoup d'ombre, parce que Libération explique que Castro ne fut finalement qu'une illusion. Il a incarné le rêve, il a incarné l'orgueil avant de sombrer dans l'ineptie, dans l'irréalisme économique et dans la tyrannie. En revanche, l'humanité se pose moins de questions à propos de Castro. Regardez, une photo, on va dire, triomphante. Je rappelle que Pierre Laurent, le premier des communistes, disait hier que Castro avait mené son peuple à la liberté. Oui, je répète, Castro a mené son peuple à la liberté. Et ce matin, ça nous donne 16 pages à la gloire de Castro dans l'Humanité. Et je rappelle que l'Humanité est un journal précisément qui fait 16 pages. Donc voilà, on ne parle que de Castro ce matin dans l'Humanité. Et je ne sais pas si nous avons le dernier banc titre. Il concerne une de l'Humanité, mais qui date un petit peu. Ah oui. Voilà, c'est ce que disait l'Humanité quand Staline est mort. Deuil pour tous les peuples qui expriment dans le recueillement leur immense amour pour le grand Staline. On sait ce qu'il en est de Staline. Peut-être saura-t-on un jour, et pourquoi pas à la une d'Humanité, ce qu'il en est de Fidel Castro. Merci Patrice, à tout à l'heure. Si vous ne le savez pas encore, madame, monsieur, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Charles Aznavour, monument de la chanson française et internationale, sera de retour sur scène. Figurez-vous, il a choisi 3 dates, 3 concerts exceptionnels, les 21, 26 et 28 décembre prochains au Palais des Sports à Paris. Alors, dates qui marqueront le départ d'une tournée. Alors, il dit pas tournée, il dit je vais aller faire des galas aux 4 coins du monde, rien que ça, à 92 ans, c'est vous dire. Et il nous a accordé un entretien exclusif à cette occasion. Comme nous avions beaucoup de choses à lui demander, eh ben on va partager cet entretien en 3. Voici le premier volet. Vous voyez déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. C'est bien, j'ai mon fauteuil chez vous. Ça, c'est comme dans le temps, on disait venez samedi, votre couvert sera mis. Il y a toujours un couvert. J'étais le plus grand des grands fantaisistes. 3 jours au Palais des Sports, puis après vous faites une tournée. Je me suis dit à 92 ans, il repart. Moi, je suis polarisé par mon travail. Vous êtes increvable. Je suis increvable. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mes traits ont vieilli, bien sûr, sur mon maquillage. Le public doit être surpris et violé. Dans le prochain tour de chant, j'ai les chansons que j'appelle les fonds de tiroir. Ce que j'ai enregistré et que je n'ai jamais chanté souvent. Si on ne viole pas le public, il va rester sur les chansonnettes qu'il a toujours entendues, etc., etc. Oui, mais c'est ça triste Venise, etc. Et alors? Ah non, non, non. Ah bon? Il faut absolument donner autre chose. Mais les chansons que je connais, moi, si je viens vous voir au Palais des Sports, si vous ne me faites pas ça, alors le gars qui va protester, c'est moi. Hein. Au départ du spectacle, la plupart du temps, je dis, je vais vous chanter les nouvelles chansons, et puis des chansons d'hier, des chansons d'avant-hier, et je viens d'ajouter des chansons d'antan. Ça les fait rire, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. La bohème, ça voulait dire tu es jolie, oui jolie, la bohème. La chanson à succès tue les autres chansons. Pourquoi? Elle est carnivore, quoi. Elle est dévore. Ils attendent que celle-là. Eh ouais. Vous n'avez pas de mépris pour ces chansons dont certaines ont plus de 60 ans. Vous n'avez pas ça. Non, je les adore. Ah bon, on est bien d'accord. Hein. Dites-moi, elles m'ont nourri. Eh oh, oui. Même. Et ma famille avec. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. Dans ce répertoire, dans ce réservoir, quand il s'agit de bâtir un spectacle, là, il faut en choisir 24. Je réécoute. Moi qui n'écoute pas mes chansons, qui ne regarde pas mes films. Mais comment vous faites? Vous allez dans la grande valise et vous sortez toutes les... Non, non, je prends l'intégrale de mes chansons. Il y a un bouquin qui est sorti. Il y en a plein. Et la plus planétaire, c'est Chi. C'est Chi. Ouais. Et Hier encore. Et comme ils disent, ça c'est les 3 très très importants. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement.
rue Sarrazate. Et votre voix, elle s'est modulée avec les années. Elle a un peu changé ou... Non, elle est toujours cassée. I tremble at the touch of you. You set me all afire. Aux Américains, je leur dis, avec mon anglais et mes chansons et ma voix cassée. Voilà. Elle vous a jamais trahi, cette voix, finalement? Non, non. Oh, c'est vrai. Non, elle a toujours été mauvaise. Oui. Mais ça me fait rire. Oui, maintenant, oui, bien sûr. Oui, vous l'avez remarqué, c'est extravagant. On a parlé de ces chansons, on n'a pas parlé de l'élection de Trump, de la primaire et de rien d'autre. Oh, c'est dingue, ça. Alors, mais d'abord, les 4 vérités. Et ce matin, Caroline Roux reçoit Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui, il a un adversaire sur sa droite depuis hier soir, François Fillon, mais toujours pas de candidat à gauche. C'est du jamais vu. Hier, le Premier ministre a défié François Hollande en expliquant qu'il était prêt pour la présidentielle. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Alors c'est un candidat porté par une victoire très nette, qui a mobilisé plus de 4 millions d'électeurs une nouvelle fois, qui a rassemblé sa famille politique, que vous avez désormais en face de vous. C'est le meilleur d'entre eux? D'abord, il faut féliciter l'organisation de la primaire. 4 millions, ce n'est pas rien. Ensuite, le gagnant, puisqu'il y a gagnant, puis il faut le caractériser. C'est, je crois, le candidat de la droite des gens aisés, qui ne veut pas de solidarité, qui veut que le pays fonctionne pour eux. Il le représente bien. Il a été un Premier ministre que l'on connaît, un ministre des Affaires sociales extrêmement dur, et son projet est un projet ultra-libéral. Donc en fait, vous voulez faire naître l'anti-fillonisme après l'anti-sarkozysme. C'est ça la stratégie du premier secrétaire du Parti Socialiste? Oui, je crois que tout le monde va constater ce qu'est le projet de la droite, parce que nous avons discuté beaucoup sur le qui. Maintenant, il faut voir le quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que derrière, il y a un projet. D'ailleurs, Fillon a cet avantage, c'est que les autres le camouflaient, Sarkozy et Juppé, lui, l'assume complètement. Et il dit, on va vous rentrer dedans. On va vous attaquer tous vos acquis. On va remettre en cause tout ce que vous avez. Parce que nous voulons une France qui fonctionne autrement que maintenant. Il fait le pari que c'est ce que veulent les Français. La rupture, le changement, la réforme. C'est ce que veut une partie de la droite. C'est pas obligatoirement ce que veulent les Français, parce que le libéralisme ne passe pas en France. Ça veut dire que vous y voyez quoi? Un point de passage pour la gauche, ce qui n'était pas gagné ces derniers mois? Je crois que ça rebat les cartes. Parce que nous avons une droite trop à droite, très à droite, qui bloque en partie le Front National, évidemment, dans son expansion, qui rend quand même compliqué le deuxième tour de la présidentielle. Mais ça libère tous ceux qui disaient « bon, alors la gauche, c'est foutu ». Non, aujourd'hui, la gauche, c'est nécessaire. Vous essayez pas de vous rassurer à bon compte, pardon de vous le dire comme ça, Jean-Christophe Cambadélis? Moi, je ne me rassure pas, je combats. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas, absolument pas, laisser passer ce projet-là. Alors, on pense toujours avoir vu, j'allais dire le pire. Hier, il y avait une interview dans le journal du dimanche que vous avez lu sans doute avec beaucoup d'attention, une interview signée du Premier ministre qui, en gros, défie François Hollande, qui dit clairement qu'il est prêt, qu'il se prépare pour la présidentielle. Est-ce que ça va trop loin? Écoutez, moi je suis pour la primaire de toute la gauche, pas nécessairement la primaire avec la totalité de l'exécutif. Bon. Donc, il faut que l'ensemble des forces de gauche arrêtent. Moi je dis maintenant, on arrête. Ça suffit, la fragmentation, la rage de fragmentation. Il y a une espèce de rage qui s'est emparée de la gauche où il faut être le plus divisé possible. Quand on voit ce qu'il arrive, franchement, on devrait être au niveau ou à la hauteur des événements. Deuxièmement, il n'est pas anormal que les socialistes, le Premier ministre comme le Président de la République, s'interrogent sur la meilleure équation pour pouvoir gagner la présidentielle. Mais ça ne peut pas être au prix d'une crise dans l'exécutif. Voilà les deux barrières que je fixe. Discussion, oui. Crise, non. Oui, très bien, on en sort comment? Parce qu'ils n'ont pas respecté, au fond, les règles que vous fixez ce matin. Ils ont pris les vents. Je les fixe ce matin, ils sont oui, d'accord, peut-être pas en tête avant. Vous avez peut-être bon espoir que ça change les choses. C'est trop tard. Vous avez aujourd'hui un Premier ministre qui défie le Président de la République. Est-ce qu'on est face à une crise institutionnelle? Est-ce que le Premier ministre doit quitter ses fonctions? Non, n'en rajoutons pas. Pour l'instant, personne n'est candidat. Nous sommes dans la discussion.
dans la réflexion, et je vous fais le pari que nous terminerons avec un seul candidat de la majorité, on va dire, du Parti socialiste, qui ira à la bataille contre la minorité et d'autres candidats dans la primaire de la gauche. Pourquoi est-ce que vous êtes si sûr de vous? Claude Barthelone considère, lui, que Manuel Valls a qu'à y aller à la primaire face à François Hollande. Il le considère. Manuel Valls n'a pas fait un interview dans le JDD en disant « je serai candidat ». Il a simplement indiqué deux choses. Moi, je connais bien Manuel Valls. Manuel Valls, il a deux choses en tête. Un, l'État, et respecter l'État. Deux, que la gauche de gouvernement soit en capacité de concourir à la présidentielle. Alors que parce que c'est elle qui fait face. Si vous le connaissez bien, pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer au sommet de l'État, Jean-Christophe Cambadélis? Qu'est-ce qui se passe? Simplement une discussion sur celui qui sera le mieux à même par de journaux porter. Interposés. Par journaux interposés parce que vous posez des questions, mais je ferai remarquer que rien d'irréparable a été dit. Enfin, là, on est dans la supputation. On est dans simplement la discussion entre le Premier ministre et le Président de la République, accessoirement le Premier secrétaire, pour savoir comment les choses doivent déboucher. Et elles déboucheront par une seule candidature. Il n'y aura pas de crise de l'exécutif. Je rappelle à tout le monde que nous sommes en état de guerre. Si le Président de la République décidait finalement d'être candidat à la présidentielle, est-ce que cela mettrait un terme à cette discussion au sommet de l'exécutif? Est-ce que institutionnellement, reprenons sur des fondamentaux de la Ve République, est-ce que institutionnellement sa décision sera souveraine? Il faut revenir à ce que j'ai dit auparavant. C'est au président de la République de se prononcer. Et c'est à partir du moment où il se sera prononcé que nous pourrons nous organiser, soit avec lui, soit avec un ou une autre candidate. Vous ferez peu importe avec l'un ou l'autre en tant que premier secrétaire de parti. Vous n'avez pas d'état d'âme au fond? Je n'ai aucun état d'âme parce que je n'ai pas vu jusqu'à présent, dans la majorité du Parti socialiste et entre le président de la République et le Premier ministre, un désaccord politique stratégique. Lequel est en situation? Il y a simplement un désaccord sur l'opportunité. Je ne répondrai pas à cette question puisque ça vous voudrait dire que ce matin je fais un choix. Donc mon choix, moi, c'est l'unité. C'est pas. Justement. Mais moi, je ne suis pas. Justement, lequel des deux est en capacité de rassembler cette famille atomisée qui est aujourd'hui la gauche? Vous savez, il faut d'abord rassembler l'ensemble de la majorité. Ensuite, il faut rassembler la gauche écologique et sociale. Et enfin, il faut rassembler toute la gauche. Moi, je dis la chose suivante ce matin. Le seul moyen pour la gauche de s'en sortir, c'est de réussir les primaires. Si on rate les primaires, il n'y aura pas de candidat au deuxième tour de la présidentielle. Elles sont Donc, mal parties, c'est un appel à l'électorat de gauche. Vous seul, vous pouvez qualifier la gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et si elle n'est pas au deuxième tour de l'élection présidentielle, dites-vous que Fillon n'est pas en capacité, à cette étape, de battre Marine Le Pen. C'est aux électeurs de gauche que vous adressez? Absolument. D'accord. Eux, il va falloir qu'ils s'y retrouvent, hein, les électeurs de gauche. Mais parce que alors, vous avez une primaire. Sylvia Pinel, candidate hors de la primaire avec le PRG, on l'a appris ce week-end. Jean-Luc Mélenchon, candidat hors de la primaire avec le soutien de vos camarades du Parti communiste, on le sait depuis ce week-end. Emmanuel Macron, ancien conseiller, candidat hors de la primaire. À quoi servent les primaires? Eh bien, à désigner le candidat qui sera au deuxième tour. C'est-à-dire le candidat qui a les capacités et l'efficacité et la présidentiabilité pour pouvoir diriger la France. Les autres sont des candidatures que je respecte, mais à cette étape de témoignage, personne ne gagne. Personne n'est qualifié au deuxième tour. On ne peut plus croire les sondages, mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est que personne n'est qualifié. Donc, vous les aviez rêvés comme ça, les primaires? Vous les aviez rêvés comme ça? J'avais rêvé que les primaires soient plus unitaires que cela. Je constate une nouvelle fois qu'il y a une rage de fragmentation dans la gauche. Je la déplore et je la combats. Et donc le seul moyen de la surmonter, c'est qu'il y ait une prière, on va la faire, et une primaire massive. Une dernière question, est-ce que c'est un devoir pour le président de la République de se présenter? Je ne pense pas les choses comme cela. Le président de la République doit réfléchir à ce qui est le plus utile pour le pays et pour la gauche. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis. Ça a même donné lieu à des sketchs savoureux. Muriel Robin en a été l'auteur et l'interprète. Alors, de quoi s'agit-il? Justement, si vous allez sluncher, parce que maintenant, il va être question de ça. On va sluncher le dimanche, peut-être au restaurant. Arrive l'addition. Comment la diviser? Certains disent, ben non, mais moi, j'ai pris qu'un plat, j'ai pas pris plat, entrée, dessert. Donc, il y avait déjà des applications qui vous permettaient de diviser de manière équitable votre addition en fonction de
chaque plat qui avait été pris par chaque convive. Désormais, aux États-Unis, il y a une application qui a été créée qui a dit, ben voilà, maintenant on va diviser l'addition en fonction de votre revenu. C'est-à-dire qu'il y a un barème de revenus en fonction du métier que vous exercez. Vous allez télécharger l'application. Par exemple, on met journaliste. Vous pouvez être directeur de société, agriculteur. Vous faites et en fonction chômeur. Et alors, si vous êtes chômeur, justement, alors là, vous allez payer avec un quota très très bas. On applique un quota différent en fonction du niveau de revenu. On a quelques images. Donc l'idée, c'est à la fois de créer une application pour permettre d'éviter les disputes à table, mais pas uniquement. C'est aussi pour sensibiliser à l'illégalité au niveau des salaires. Par exemple, vous allez avec des hommes, ils vont payer le double tout de suite, puisque on dit que les hommes sont beaucoup mieux payés que les femmes. Donc cette application va permettre de rétablir l'équilibre. Dans ce pays, oui. Il faut que tout le monde soit d'accord, là. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut le dire avant. C'est un peu l'application Robin des Bois. On paye en fonction de ses moyens. C'est comme la cantine scolaire. Voilà. Bien ça. Ça s'appelle Équitable. D'accord. Et puisqu'on parle justement de tout ce qui est équitable, vendredi c'est le Téléthon, les 30 ans du Téléthon. Ah, c'est vendredi là. C'est vendredi. Et donc forcément, vous savez que Télématin, nous ne sommes pas actionnaires, je préfère le préciser avec le slip français. Le slip français, mais moi, écoutez, ce sont mes chouchous. Ils ont fait un bonnet où ils ont demandé à chaque internaute de voter pour le plus beau bonnet, et à Télématin, on a voté aussi. Alors, vous votez, et ça c'est le rythmé qui a gagné. Et ça sera reversé au Téléthon. Tout est reversé au Téléthon, vous pouvez l'acheter. 35 €, regardez comme il est chaud. Nous ne sommes pas dans une émission de téléachat, mais quand même. Voilà, et bouge ton propos pour le Téléthon, vous l'achetez, vous faites une vidéo. D'ailleurs, on attend toujours la vôtre, William. Et vous postez. Vous l'achetez, vous le portez, vous secouez un peu le pompon sur votre tête, vous filmez. Comment ça secoue le pompon sur Secoue un peu le pompon. D'accord. En plus, il va bien avec la Non, c'est un vrai Laurence. métier, secouer le pompon. Vous postez la vidéo et vous incitez tout le monde à faire un don pour le Téléthon. Il y a plein de partenaires dont on vous parlera tout au long de la semaine. Il y a la Maison Poiret aussi qui a fait un petit bracelet avec un cœur où tous les bénéfices sont revendus au profit du Téléthon également pour les 30 ans. On a les street artistes, on a plein de choses. D'accord. Mais il faut suivre Télématin toute la semaine. Et quand on fait son pompon qui bouge, on met ça sur quoi? Sur les réseaux sociaux. D'accord, les nôtres. Les nôtres, ceux de ça peut être sur le Facebook ou le Instagram ou le compte Twitter de chaque téléspectateur. D'accord, merci beaucoup. Satisfaction, le dimanche soir. Vous avez peut-être ce que l'on appelle le blues du dimanche soir. C'est une petite mélancolie qui touche petits et grands, qu'ils soient actifs ou non actifs. Et c'est ça qui est peut-être surprenant. Alors, à quoi est due cette petite déprime? Figurez-vous qu'il y a un psychiatre qui s'est posé la question. Peut-être qu'il y a des clients à lui qui lui ont posé la question, mais il a les réponses. Comment y remédier? C'est ça que l'on voudrait savoir. Et là, il donne des astuces, ce psychiatre-là. Les clients sont venus plaindre, les patients. Les patients, bah oui, c'est ce qui lui a donné l'idée à ce psychiatre d'écrire un livre, parce que dans ses consultations, il était confronté à beaucoup de patients qui venaient se plaindre d'une vraiment lourde déprime du dimanche et du dimanche soir en particulier. Alors, on pourrait croire héritage du cartable, héritage de l'école quand on était petit. Est-ce qu'il y a des réminiscences de cela? Est-ce que c'est préparer les affaires pour aller retravailler le lendemain? Est-ce que l'être humain, finalement, n'est pas fait pour travailler et pour aller à l'école? En fait, nous explique-t-il, ce psychiatre, le blues s'explique de plusieurs façons. Il y a d'abord la peur du vide. C'est une journée le dimanche où tout s'arrête, les magasins ferment, il y a le silence, il n'y a personne dans les rues. Il y a un côté un petit peu mortel ou morbide de cette journée, ces rues qui se vident. Ça manque de vie. Et le temps s'arrête. Il y a la peur de l'ennui aussi, surtout chez les hyperactifs, les gens qui ne pensent qu'au travail. Il y a la peur de la solitude, pas de relation de travail le dimanche, peut-être pas de couple, peut-être pas de famille, on est tout seul. Les jours de corvée, pour certains aussi, le déjeuner dominical qui n'est pas toujours bien vécu pour certains, et puis surtout un changement de rythme biologique. Ce psychiatre-là parle de mini jet lag, c'est-à-dire que on est en désynchronisation, on se couche tard le samedi soir, on se réveille tard le dimanche soir et on est en vrai décalage horaire. Le dimanche midi, vous voulez dire? Bio-horaire. Le dimanche midi, on se réveille tard, donc on est en vrai décalage horaire biologique. Donc il préconise en fait de garder les mêmes rythmes pour ne pas avoir avoir ce mini jet lag. Alors il nous donne quelques petits conseils. Regardez, on l'a rencontré. D'où vient le blues du dimanche? Il y a des raisons culturelles, sociales, génétiques.
Il y a des raisons de rythme. Quand on change de rythme le dimanche en se levant plus tard, en n'ayant pas le même dynamisme au réveil, par exemple de prendre sa douche, de se préparer, de s'habiller, certaines personnes peuvent mal le vivre et pantoufler un petit peu toute la journée de façon douloureuse. On réserve pour le dimanche des choses pénibles qu'on n'a pas voulu faire le vendredi et le samedi. Et enfin, il y a les personnes très actives qui pensent à leur travail un petit peu plus tôt, qu'elles l'aiment ou qu'elles ne l'aiment pas, et qui vont se projeter dans les difficultés de réunion, de présentation à préparer et autre chose. Quelles sont les clés pour échapper au blues du dimanche? Déjà, on peut essayer de garder le rythme, de mettre éventuellement un réveil. Si on est sensible au fait de se réveiller trop tard, que ça nous déprime, il ne faut pas hésiter à mettre un réveil, y compris le dimanche. Et également de couper de son activité professionnelle, si c'est l'activité professionnelle qui nous perturbe. Un des grands principes pour essayer d'aller mieux, c'est de programmer des choses, de décider ce qu'on va faire le dimanche à l'avance pour mieux en profiter et mieux en faire profiter son entourage. Quand on dit être actif, ça veut dire essayer de sortir et de s'exposer à la lumière extérieure quand le temps le permet. Et si possible, de faire une activité sportive, faire éventuellement quelques petits mouvements de réveil musculaire, notamment dans la matinée. Ça, c'est quelque chose qui lance bien la journée et qui permet de la rythmer et de mieux apprécier son dimanche. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'organiser des petits rituels. Par exemple, le dimanche soir, on a un moment commun. Ça peut être authentiquement des choses qui rythment agréablement le dimanche. Une des solutions, c'est de lutter contre l'ennui. C'est d'être actif de son dimanche pour ne pas le subir et pour ne pas en souffrir. Et éventuellement faire des slunchs, programmer des moments agréables, conviviaux, sans se prendre la tête, entre guillemets, simple et efficace pour le moral. Oui, vous l'avez entendu, il parle de slunch. Alors le brunch, vous connaissez ça? Le brunch, c'est quand vous déjeunez tard, le dimanche matin ou autour de midi. C'est un petit déjeuner un peu amélioré. Un peu amélioré. Là, le slunch, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la contraction entre le souper et le souper et le lunch. Voilà, c'est le créneau du dimanche entre 16h et 20h où vous pouvez convier des amis et faire à la fois un goûter sucré et un apéro salé. Quoi. Oui, on grignote du sucré un gâteau, on grignote du salé un apéro, on fait un mix en fait entre le goûter et le dîner et ça fait passer le temps, ça permet de rencontrer des amis et de ne pas se coucher trop tard. C'est 18h, à partir de 18h, 18h30 jusqu'à 21h. À l'heure où le soleil se couche, à l'heure où la lumière faiblit. Ah bah alors là, c'est 16h30. Mais c'est forcément chez soi. Et c'est forcément chez soi ou au restaurant. Alors, il donne une petite astuce, notamment. Quand vous avez des enfants, vous pouvez faire un dîner festif le dimanche soir, genre la soirée sushi, la soirée crêpes, la soirée raclette. Et quand vous êtes en couple, eh bien, vous pouvez aller au restaurant le dimanche soir, justement. Ça permet. En plus, vous ne serez pas bousculé. Il n'y a pas grand monde. Voilà, donc ça permet de casser un petit peu les habitudes et d'inventer de nouveaux rituels. Et journée érotique aussi, préconise-t-il notre psychiatre, Florian Ferreri. Faire du dimanche une journée érotique, c'est-à-dire réapprendre les rituels et les parades amoureuses, prendre du temps. Alors faites des parades amoureuses avec 3 gosses dans la maison qui ont entre 5 ans et 10 ans. Bonne chance. Vous les mettez au club entre 16 et 20. Entre 16 et 20. Voilà. Oui, il y a des clubs. Il y a des clubs, vous mettez les enfants en garderie. Oui, au Chenil, tant que vous y êtes. Chez la belle-mère. C'est bien. Bon, alors c'est bien parce qu'il dit vaincre le blues. Il est assez sûr de lui, hein, c'est bien. Oui, tout est méthodiquement argumenté et scientifiquement. Vaincre le blues du dimanche soir de Florent Ferreri. Merci beaucoup. Une question qui a été posée au moment de l'exposition que vous avez vue, Sylvie, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Alors, déjà, cette exposition, elle est gratuite. Vous le disiez, elle se tient à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Elle s'appelle Réversité, ville recyclable et résiliente. Elle a été mise en place par l'Observatoire de la ville, qui est un petit peu un centre de réflexion avec des architectes, des constructeurs, des urbanistes, qui chaque année donnent une thématique. Là, c'est donc sur comment revenir sur quand une ville a été détruite, quand un quartier a été détruit. Alors comme ça sur le papier, j'avoue, c'est pointu, oui, ça peut foutre le cafard. Mais je trouvais ça un peu compliqué dans la réversité. Oui.
Mais c'est rêver, résilience. oui, mais rêver la cité de demain. Voilà. Si vous lisez Oui, deux ça points, comme hein. ça. La ville de demain, c'était aussi simple, peut-être non? le titre est un petit peu, mais bon, fait par des grands spécialistes c'est de ça. l'architecture et du design. C'est ça. Alors, le pitch, vraiment, c'est un état des lieux de la reconstruction des villes quand il y a eu ou catastrophe climatique, ou attentat, ou juste zone Abandon. économique abandonnée. Ouais. Exactement. Vous avez Détroit, par exemple, qui était une Ouais, ouais. grosse cité autour de Ville l'automobile, désertée, ville désertée. désertée. Ben, voilà, il y a une reconstruction. Ça veut dire que l'humain a des ressources et que l'architecte et l'urbaniste sont essentiels dans ce genre de configuration. Alors, la mise en scène de l'exposition, elle est un peu stricte. Il y a des photos, il y a des explications, mais après, il y a une intervention intéressante. Il y a un consortium qui a fabriqué un nouveau matériau, mais finalement, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'une ville se détruit, il y a des déchets. Ils reprennent ces déchets, ils reconstruisent avec ces déchets. Ils fabriquent sur place, ils recyclent, mais sur place, c'est vraiment fait sur place. Alors c'est une initiative, c'est presque artistique, mais vous allez voir, ça, à mon avis, ça va bousculer les lignes. Regardez. L'exposition Réversité borde des questions liées à la résilience urbaine et proche d'urbanistes autour du thème de la flexibilité, de la réversibilité, et le recyclage de la vie, mais aussi le recyclage des matériaux. Les villes sont des organismes vivants qui peuvent avoir certaines difficultés, rencontrer parfois même des catastrophes, et elles peuvent se remettre à vivre grâce à la société. Par exemple, la petite ville de Los Angeles, qui a perdu toute son industrie minière, s'est orientée totalement sur l'écologie, ses matériaux d'éco-construction. Une action des élus a été de dire on peut valoriser le patrimoine minier. Ils ont réussi à faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO les terrils. Le réchauffement climatique donc, est source de problèmes. Il induit des actions au niveau de l'architecture où il faut arriver à construire en consommant moins d'énergie et ensuite en émettant moins de gaz à effet de serre. Par exemple, la ville de Hambourg souffre d'inondations. Donc ils ont fait une ville avec 2 niveaux, une ville proche de l'eau qui quasiment que des espaces publics qui sont inondables et une ville haute qui est une ville habitée, qui est à 5 mètres plus haut seulement, mais qui permet de rester toujours hors d'eau. On présente le projet Marbre d'ici dans l'exposition Réversité parce que c'est un processus qui a à voir avec la transformation de la matière. Il y a 3 tonnes de gravats, nous on les prend, on les transforme et demain on les réinjecte dans un espace public ou dans un bâtiment et du coup ça a une valeur d'exemple. C'est considérer la ville comme une mine qui produit de la matière première qui serait du gravat et dont on pourrait se servir pour un ensemble de projets. Donc, le processus Marbre d'ici fait écho à l'ensemble de ces réflexions et ces enjeux. Marbre d'ici est un projet qui crée une transversalité entre ces différentes parties prenantes, acteurs, habitants, qui participent au développement durable parce qu'on crée une communauté de gens qui comprennent ce qui se passe dans leur monde. Mais tu le faisais plus. Bah oui. Pardon. Comme le faisait remarquer votre éminent collègue qui était à côté de vous. Oui. Ouais. Vous allez voir, je peux lui foutre. Non, mais on faisait ça autrefois, hein, oui. Frédéric. Ah oui, on détruisait les châteaux et on prenait les pierres pour reconstruire des maisons individuelles ou des églises. Mais vous êtes d'accord qu'on l'a plus fait. C'est vrai. Donc de revenir retour. Finalement aux essentiels, et ben c'est peut-être ça la société intelligente de Et puis demain. parlez-en dans les projets et les programmes. Je dis ça, je dis rien. Hein, oui. Voilà, je m'adresse à tous ceux qui, Jusqu'au 4 décembre. qui voudraient faire des élections, tout ça, Voilà. primaire, secondaire ou tertiaire. Parler d'architecture et de transport. Merci beaucoup. Télématin, c'est ouvert jusqu'à 9h25. Restez s'il vous plaît, on a des choses inédites à vous montrer. Du spectacle vivant, c'est ça aussi dans Télématin et du théâtre en particulier. Avec Jean-Philippe Viau, nous proposons cette fois-ci une pièce satirique au registre tragicomique, oui, on va dire ça comme ça, assez inattendue. Alors c'est une comédie de mœurs actuelle, grinçant comme vous les aimez, avec en plus, s'il vous plaît, un duo de choc. Vous allez retrouver là Solo et Loboloc pour le meilleur et pour le rire.
En effet, c'est sur des sujets de société toujours bien actuels qu'Éric Assous, auteur à l'oreille attentive, plante une fois de plus son décor avec sa toute nouvelle pièce L'heureux élu. Il nous entraîne ici dans le souffle cruel de son thème de prédilection, à savoir le couple et ses relations. Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, David Brécourt, Mélanie Page et Mathilde Pénin interprètent cette comédie au dialogue efficace et soigné. Monsieur Jean-Luc Moreau en signe là sa presque 115e mise en scène. Ça se joue en ce moment même au Théâtre de la Madeleine à Paris. Charline se marie bientôt, elle vient dîner ce soir avec son fiancé. Qu'il est con celui-là. Alors que Charline, quand elle dormait, je pouvais rester des heures à dévisager son cul. C'est l'histoire d'un dîner avec des amis et une fille qui revient des États-Unis. Elle a beaucoup compté pour nous tous et ce dîner va partir en cacahuète parce que il y a quelqu'un qui arrive, qui va nous être présenté, qui est dans un groupe particulier. Voilà. Je leur dis que je suis au chômage, elles se sauvent. Je leur dis, hey, j'ai hérité. Hop, elles reviennent. Mystérieux, non? Non, il est très hétéro, il n'y a aucun problème là-dessus. Ben il est con alors. Il va effectivement montrer son particularisme qui va nous mettre nos personnages face à nos contradictions parce qu'il va nous poser des questions très claires, très cash, très brutales, face auxquelles nous allons apporter des réponses plus ou moins efficaces. Jeff. Non, Joseph. Jeff, c'est que pour les intimes. Sans laisser tomber pour autant la trame amoureuse de l'histoire, l'auteur complète ici ses axes de réflexion. Engagement, responsabilité et remise en cause de nos consciences individuelles font partie désormais de la griffe à Assous. T'as beaucoup d'humour, Jeff. Ça rancune alors. L'intention d'Assous, c'était de faire un vaudeville un peu grinçant, inscrit dans notre époque avec des thèmes modernes. Avec des problématiques qui nous taraudent chaque jour. Et qui sont amenés à nous tarauder de plus en plus un peu dans les mois qui viennent. Non, mais attendez. Ce qu'il vous dit pas, c'est que les types aussi étaient armés. Ah, ça devient un western alors. Il m'a giflé une fois. En plus, ce jour-là, il avait raison. C'est un mélange de comédie romantique, politique, sociale, très drôle évidemment, celui à Assous, mais avec une ambiguïté, une jubilation inhérente à la gêne que procure la pièce par rapport aux questions qui sont posées, qui font qu'il y a une sorte d'amalgame comme ça, un peu tordu. Il m'emmène là où jamais personne ne m'en est. Personne. Je suis en état d'orgasme permanent. Putain, je suis complètement affolé. Elle serait quand même pas encore tombée sur un latino qui aurait retenté de la violer. Avec beaucoup d'habileté et d'humour, Éric Assous réussit là son pari d'aborder ces sujets sensibles qui font souvent nos conversations animées d'aujourd'hui. Les personnages incarnés ici sont tous parfaitement crédibles face à l'exposition de leurs états d'âme. Cette habile comédie satirique sait nous faire passer quelques messages essentiels et c'est bien là tout le talent de l'auteur, du metteur en scène et de l'ensemble de la distribution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle et à très vite. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. On continue avec l'actualité du cinéma et 2 ans après la comédie Papa ou Maman, vous vous souvenez peut-être, et 3 millions d'entrées quand même à l'époque, ils se sont dit tiens on fait un deuxième volet. Et c'est parfois un piège, vous allez voir. Pourquoi un piège? Parce qu'on se dit sur la lancée, on va essayer de faire aussi bien, mais c'est un défi, ils l'ont relevé. Mais ils ont fait même mieux que le premier, ce qui est rare, parce que c'est périlleux l'exercice de la suite. Eh ben oui. Il y avait une grosse attente quand même, 3 millions d'entrées pour une comédie, c'est très bien, c'était il y a 2 ans. Ils ont repris les mêmes, Laurent Lafitte, Marina Foïs, le titre, Papa ou Maman, ils ont mis 2, c'est la suite très sobrement. Ils ont repris les mêmes scénaristes, les excellents Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, ceux qui avaient écrit le génial Prénom, le même producteur, Dimitri Rassam, et encore une fois une bonne idée. Dans le premier, ce couple-là se faisait la guerre, une guerre inouïe pour ne pas obtenir la garde des enfants. Cette fois-ci, ils ont réussi leur divorce, ils sont divorcés, ça se passe bien, ça se passe tellement bien qu'ils ont même 2 maisons, ils vivent face à face, les enfants n'ont que la rue à traverser pour la garde alternée.
C'est suspect, ça se passe trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont refaire leur vie. Ils vont avoir un nouveau conjoint. Allez, on va se présenter les nouveaux conjoints. Et là, c'est la nouvelle Attention, guerre. hein, ça, c'est Alors, pas le conjoint. ça, Nicole c'est- Garcia, non, c'est la maman de Marina Foïs parce Voilà. qu'elle va se marier. On a les nouveaux conjoints, c'est qui? C'est Sarah Giraudot et c'est Jonathan Voilà. Cohen. Sarah C'est Giraudot. et Jonathan Cohen. C'est de l'humour vachard, c'est corrosif, c'est décomplexé, c'est, je peux pas vous dire mieux, c'est 1h26 infiniment drôle. Moi, j'adore ça, voilà. Hein, mais c'est très border, hein, parfois. Nous avons rencontré Laurent Lafitte. Bonjour Laurent. Bonjour. Le premier volet a connu un beau succès. 3 millions d'entrées, c'est quand même pas rien, surtout pour une comédie en ce moment. Et on sait que faire une bonne suite, c'est un exercice périlleux. Est-ce que vous avez hésité avant de repartir pour un tour? Oui, moi j'étais assez sceptique Ouais. quand les producteurs et les auteurs ont commencé à nous parler d'une suite. Le premier volet était un film, ce qu'on appelle un film concept, un film à pitch. Ils ne veulent pas avoir la garde des enfants. Donc C'était très drôle déjà. Le concept est très Ouais. fort. Et là, je ne retrouvais pas de concept. Et ce qui m'a paru être une faiblesse à la première lecture, au fur et à mesure, on s'est mis à travailler sur les scénarios tous ensemble. Je me suis rendu compte que ça allait être la force de la suite. Ouais. C'est que justement, c'est plus un film concept, c'est un film qui reste très drôle, très efficace, mais qui parle beaucoup du couple, qui parle beaucoup de la reconquête amoureuse et qui est encore plus dingue que le premier. Ce soir, je dîne avec le nouveau mec de mon ex-femme. Vous connaîtrez ça bien assez tôt. Et c'est quoi son nom de famille? Morteau. Ah, Morteau, comme la saucisse. C'est marrant. Ce qui est très drôle, c'est que déjà, c'est très visuel. Les deux maisons face à face, Oui. les deux mêmes chiens. Mais c'est un divorce de rêve, quasiment. Ça se passe. C'est le bonheur, la garde d'enfants, ils n'ont qu'à traverser. Ouais, c'est un divorce de rêve sur le papier. Vous êtes allé chercher ça où, quand même, cette idée? C'est un peu comme sur le 1, on prend une situation réelle et puis on la tord, on essaie de la pousser à l'extrême jusque dans l'absurde, mais toujours plein de bonnes intentions et que les blessures en sont que plus violentes, quoi. Vous devriez vous remettre ensemble. Quoi? On dort pas ici ce soir? Non, chez votre mère. Papa, il nous a virés parce qu'il veut faire un gosse à Béné. Quoi? Maintenant? Pardon? Béné, j'ai 42 ans. Je sais pas quel âge j'aurai dans 10 ans. Alors si c'est pour avoir un enfant qui est plus vieux que soi, je vois pas l'intérêt. Marina, elle ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Ah Elle bon dit, il est super beau, il est drôlissime. Oui, ça, c'est vrai. Elle dit même, il a un talent inouï. Elle Ouais, dit, ouais. j'espère qu'il viendra à mon enterrement. Non, mais donc, vous êtes une super équipe tous les deux maintenant. Vous vous connaissez bien. Ouais, on se connaît depuis très longtemps, on se connaît depuis les cours Florent. C'est Donc, ça. Ah oui, d'accord. moi, j'avais 18 ans. Ouais. C'est qu'elle a une espèce de retenue, quelque chose de très sincère, de très droit, et en même temps, elle peut aller très très loin dans l'absurde. Vous êtes tous malades dans cette famille. Maman, elle a trébuché. Là où vous êtes très fort avec les scénaristes, c'est qu'une fois encore, vous avez fait une fin ouverte, c'est-à-dire que sans effet d'annonce, tout laisse présager à une suite. Alors, non, je sais pas. Pourquoi pas? Non, mais attendez, on vous l'a déjà posée celle-là quand même. C'est pas nous qu'on décide, madame. Ça pourrait être quoi? Papa ou maman change de sexe ou un truc comme ça? Marina a voulu que ce soit papa dans maman. Ah oui, mais ça a c'est été interdit aux moins de 12 ans. censuré, mais il faut qu'on y réfléchisse. Merci beaucoup Laurent, bravo. Merci. Avec plaisir. Ah bah évidemment que si ça fait au moins 3 millions, il y aura une suite. Ils ont laissé une fin ouverte, ils sont très malins. Ça c'est très drôle, ça sort mercredi dans 10 jours. J'attire très rapidement votre attention pour un film noir, une histoire vraie qui sort ce mercredi. Ça s'appelle Le Gang des Antillais. On a eu le Gang des Lyonnais, et ben dans les années 70, c'était le Gang des Antillais. L'histoire vraie de Loïc Léry, un Antillais qui est venu en France dans les années 70 et qui, suite aux préjugés, au racisme, aux désillusions, s'est mis à perpétrer des actes de délinquance avec une bande qui est devenue célèbre. C'est l'histoire de cette bande-là, voilà, qui sort ce mercredi, le Gang des Antillais. Exactement, il y a des gens que vous connaissez. Et puis il y a aussi Mathieu Kassovitz. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est pas ce que j'écoute. Compagnie créole. Voilà, exactement. J'écoute pas ça en Eh boucle, oui, mais oui. eh ben oui. Il y a aussi Mathieu Ah. Kassovitz, il y a aussi Lucien Jean-Baptiste et Roman Roman. Boringer. Très bien, merci beaucoup. Hein? Quoi? Rien. Il s'est rien passé. Le froid arrive à grands pas. Nathalie Riouet, vous le disiez, il y a moins d'un quart d'heure. Et la grande tendance, maintenant vous le savez peut-être, c'est le poêle à bois. On y revient. C'est pratique, c'est pas trop volumineux, ça sent bon, etc. C'est de l'énergie renouvelable. Eh ben alors, le tout, c'est pas se tromper de bois.
Mais exactement, parce qu'ils se vendent quand même 300 000 appareils à bois par an, que ce soit un simple poêle ou quelque chose de plus perfectionné. 7 millions de Français aujourd'hui disposent de ce principe de chauffage, que ce soit pour un chauffage, disons, d'appoint ou un chauffage général pour l'ensemble de la maison ou en tout cas pour la pièce à vivre. Donc ça marche bien, surtout qu'au niveau performance, ça a beaucoup progressé, notamment ceux qui disposent d'un label qui s'appelle Flamme Verte et qui garantit le meilleur rendement, la meilleure efficacité énergétique et environnementale. Meilleur rendement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement moins de bois consommé pour une meilleure chaleur restituée. Il y a bon, c'est simple, c'est carré et que du bénéfice pour le consommateur. Oui, mais attention, le problème c'est que si vous utilisez un combustible qui convient mal, par exemple un bois trop humide, eh bien ça va d'abord dégrader les performances de votre appareil et puis il peut y avoir des émanations nocives. L'exemple typique, bon, évidemment, le bois humide, ça va encrasser le conduit de fumée, le conduit d'évacuation. Mais si, par exemple, vous brûlez... Ça fume. Et puis ça fume, absolument. Si vous brûlez un vieux meuble, un bois traité, un bois peint, là, vous pouvez avoir des émissions polluantes et toxiques. Oui. Donc, ça dégrade non seulement l'appareil, mais votre santé. Donc là, attention. Donc, comment bien choisir son bois? Ça a l'air évident comme ça ne l'est pas forcément. Parce que vous avez plusieurs essences de bois, lesquelles n'offrent pas le même rendement de chaleur. Et puis, quand on est un peu novice, parce que 300 000 appareils achetés par an, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui découvrent le principe du chauffage au bois et qui ont peut-être du mal à repérer un bois humide d'un bois sec. Ça n'est pas aussi évident que ça. Donc nous avons rencontré un spécialiste qui nous donne les 5 points clés, des conseils simples. Il y en a 5 à bien suivre pour bien profiter de votre chauffage au bois. Regardez. Choisir un bon bois de chauffage, il y a 2 règles. C'est choisir avant tout du feuillu, donc des chutes de chêne, des chutes de hêtre ou d'érable, plutôt que du résineux, parce que le résineux, il y a moins de pouvoir calorifique, donc moins de chaleur. Et puis deuxièmement, éviter des bois déjà utilisés du type traverse de chemin de fer ou chutes de meubles qui contiennent également des produits polluants qui sont mauvais pour la santé et mauvais pour l'appareil. Un bon bois de chauffage, c'est un bois qui est très sec, 20% d'humidité maximum. Pour garantir ce taux d'humidité, soit vous le testez avec un testeur d'humidité, soit vous faites confiance aux 2 labels qui existent sur le marché, NF Biocombustible Solide ou France Bois Bûche, qui vous donnent cette garantie. Le bois de chauffage en général est vendu par stère, c'est-à-dire 1 mètre cube. 1 mètre cube de bois de chauffage bien conditionné, c'est-à-dire coupé en 25, 33 ou 50 cm et bien sec, c'est entre 40 et 80 € en moyenne en fonction de la zone géographique dans laquelle on s'approvisionne. Si vous êtes amené à faire votre bois de chauffage vous-même, individuellement, aller chercher le bois en forêt, il vous faut sécher ce bois, donc sous abri, dans un endroit bien ventilé, et attendre 18 à 24 mois avant l'utilisation. La quantité nécessaire pour se chauffer sur une saison, sachant que le bois de chauffage est un complément, souvent couplé à l'électricité ou à d'autres types d'énergie, c'est environ, pour 100 mètres carrés, 100-120 mètres carrés, c'est 6 terres à l'année. Alors tout ça, évidemment, tous ces conseils se figurent sur le site de Télématin si vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter. Ah oui, oui, bien sûr, parce que c'est quand même important. Et si vous avez envie de jouer au bûcheron, eh bien commencez par apprendre à reconnaître les arbres. Ça aussi, pour un Parisien, c'est pas aussi idiot que ça. Pour un Parisien, c'est très, très difficile. Oui. Merci beaucoup.